Bonjour à tous, je suis Lise Barcellini. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Il y a encore du taf ? C'est le podcast qui décode comment l'intelligence artificielle change nos métiers et nos façons de travailler. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec Gabriel Dabi-Schwebel, dirigeant et entrepreneur. Avec mon invité, on explore des méthodes pour utiliser l'IA comme un consultant, pour élaborer des scénarios, produire des analyses structurées et vous aider à prendre des décisions stratégiques. On parle notamment de la technique du flip prompting. Vous verrez, c'est bluffant et pas compliqué à mettre en place. C'est un épisode qui devrait vous donner à réfléchir sur notre façon de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Car si l'IA ne peut pas penser à notre place, elle peut nous aider à réfléchir. Je compte sur vous, comme toujours, pour me faire part de vos commentaires, de vos témoignages, pour partager l'épisode avec vos collègues et vos proches, et pour me mettre plein d'étoiles. Bonne écoute! Bonjour Gabriel, ravi d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Bonjour Lise. Merci de m'accueillir ici, dans vos bureaux. Vous êtes donc Gabriel Dabi-Schwebel, vous êtes entrepreneur, fondateur de l'agence 1 minute 30, spécialisée dans l'inbound marketing. Vous êtes aussi consultant, vous accompagnez des dirigeants dans leur transformation à l'ère de l'IA générative. Vous êtes fondateur de la méthode Décision IA, auteur de l'ouvrage du même nom, Décision IA, dirigeant, faites de l'IA votre allié pour mieux décider et valoriser votre entreprise. Est-ce que j'ai tout bon, Gabriel, ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette courte présentation ? C'est parfait, je dirais juste que 1 minute 30 était pionnier en inbound marketing et aujourd'hui est intégrateur CRM en étant partenaire élite d'HubSpot. Alors, première question rituelle de ce podcast, on est lundi, il est 15h15 et pour commencer cette conversation, j'aimerais bien vous demander si depuis le réveil ce matin, vous avez utilisé l'IA, que ce soit dans la sphère pro, perso, les deux. Et si oui, pour faire quoi ? Aujourd'hui, j'utilise l'IA quotidiennement et en pro et en perso. En pro, c'est mon premier outil de travail, donc je commence rien sans commencer par l'IA. Donc la nourrir de contexte, d'informations pour obtenir une réponse et écrire un mail, faire une présentation, une conférence, etc. Donc c'est vraiment mon premier outil de travail avant même Word ou Excel ou le mail. Je commence par l'IA aujourd'hui. Ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est ensemble. Et on va en parler, je vais vous expliquer comment je l'utilise. Absolument. Et au niveau pro, je m'en suis servi tout à l'heure au restaurant. Pour perso, faire au niveau perso, ouais, tout à fait. Tout à l'heure au restaurant pour faire la différence entre la soupe Tomka et la soupe Tom Yum. Donc même pour la prise de décision au resto, ça peut être utile. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous nous avez dit que c'était vraiment votre outil au quotidien d'utiliser l'intelligence artificielle générative. Vous vous en servez pourquoi exactement ? Est-ce qu'on peut faire une typologie ? Dès que j'ai à réfléchir, à structurer une réponse, une analyse, un email, un document, je prends l'IA comme premier outil de travail et comme sparring partner de la réflexion. C'est-à-dire que je vais lui donner du contexte. Je vais lui demander du contexte. Dans certains cas où j'ai pas toutes les informations, je peux lui demander de me donner plus de contexte. Et à partir de ce contexte, je vais commencer à travailler et à échanger avec elle, à converser pour obtenir le résultat que j'attends. Avant l'IA, comment vous faisiez ? À qui vous parliez là comme sparring partner ? Avant l'IA, j'avais personne pour parler, donc je devais tout faire tout seul. Et de fait, je faisais des choses de moins bonne qualité ou moins approfondies que je le fais aujourd'hui. Comment vous savez que c'était de moins bonne qualité, que maintenant ça a de la qualité, ça a de la valeur ? Parce que j'ai vraiment ce sparring partner qui me permet d'approfondir, de creuser plus, de rédiger mieux que moi, de me challenger quand je lui demande de me challenger pour aller plus loin dans mes réflexions et être capable de faire des choses que je juge de meilleure qualité en tout cas. C'est très intéressant ce que vous dites là dès le début de cette conversation, c'est qu'on a l'impression souvent qu'on utilise l'IA pour déléguer des tâches, pour automatiser, déléguer, nous dégager du temps pour faire un travail
avec une plus grande valeur ajoutée. Vous me dites que justement, l'IA, vous l'utilisez dans ces tâches à haute valeur ajoutée. Ouais, tout à fait. Et moi, quand j'ai commencé à utiliser l'IA, j'avais une forme de frustration parce que je trouvais qu'elle faisait très bien les tâches à haute valeur ajoutée. Typiquement, moi, je viens du marketing, vous l'avez dit, rédiger des pages web, réfléchir sur des positionnements. On pouvait assez rapidement obtenir un résultat d'assez bonne qualité, sans faire beaucoup d'efforts et en allant beaucoup plus vite que ce qu'on faisait avant. Et donc j'avais un peu la frustration d'avoir le sentiment qu'elle faisait les tâches intéressantes et que moi je me retrouvais à faire des copier-coller et de la mise en page après du site internet rédigé par l'IA. Donc je faisais le truc le plus ennuyeux et c'est elle qui faisait le travail de vraie qualité. Et puis j'ai appris à m'en servir différemment, en particulier depuis que l'IA est arrivée avec les nouveaux modèles de raisonnement, donc qui sont arrivés fin 2024, qui permettent d'avoir des analyses plus approfondies, de construire des chaînes de pensée, donc de donner des réponses plus travaillées. Depuis ce moment-là, moi j'ai vraiment trouvé un autre plaisir à converser avec l'IA, qui est celui d'avoir un consultant McKinsey ou un consultant en stratégie dans ma poche et d'avoir cette capacité-là à tester une pensée, à la challenger, à aller chercher du contexte, à aller chercher de l'information, lui demander de me poser des questions, lui poser des questions et avoir comme ça un dialogue qui avec un vrai associé, partenaire ou autre, qui peut permettre d'avoir quelque chose de plus approfondi et surtout de beaucoup plus rapide au passage. Mais le plus rapide et pour moi une deuxième qualité, la première est vraiment d'avoir quelque chose de meilleure qualité et d'avoir le sentiment de faire mieux qu'avant. Est-ce que vous pouvez me donner un cas concret ? Qu'est-ce que vous aviez comme problème et comment vous l'avez géré grâce à ce dialogue avec l'IA ? Moi, j'ai un cas concret. Je suis en train de transmettre mon entreprise historique, 1 minute 30. Et donc, depuis ce moment-là, je réfléchis à ce que je vais faire après. Et l'une des premières réflexions, donc, ça a été de tester des idées d'entreprise, de business model, de business plan, de me projeter dans certains cas. Un des premiers projets que j'ai exploré avec l'IA, c'était l'idée d'un café de la démocratie. Et donc, d'utiliser le lieu du café, du rendez-vous du café, pour créer une plateforme qui donnait plus la parole aux citoyens, qui permettait plus d'échanges, etc. Et j'ai été creuser ça plus avec l'IA, avec une des richesses de l'IA, c'est qu'elle s'y connaît en café, elle s'y connaît en droit constitutionnel, etc. Donc elle est capable de parler et café et droit constitutionnel. Mais en tout cas, ça a été un outil comme ça où j'ai testé différents business models, poussé ce que ça pouvait être, le modèle économique, le positionnement, l'offre, même rendre le truc vivant un peu avec l'image. Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte que cet usage moins opérationnel de l'IA, donc plus stratégique, qui n'est pas de faire, comme vous l'avez dit, des automatismes, aider les gens à reformuler leur email, etc., mais avoir plus une démarche de réflexion, d'échange avec l'IA, était quand même assez peu mise en avant, alors que moi j'y trouvais à la fois une vraie valeur ajoutée, parce que prendre une bonne décision, c'est un vrai retour sur investissement, et à la fois un vrai plaisir, parce que je suis passé de quelque chose où je trouvais ça un peu ennuyeux, de me faire voler les tâches les plus intéressantes, à une situation où j'ai le sentiment que ces tâches les plus intéressantes, je les fais mieux parce que j'ai quelqu'un avec qui les faire. On va rembobiner, là vous avez dit beaucoup de choses, Gabriel. À la fois, je retiens que vous aviez, l'un des éléments déclencheurs, c'est de vous dire, oh là là, mon métier ou ma façon d'exercer mon métier semble pouvoir être menacée à terme par l'IA, donc il faut faire quelque chose. Et l'autre, j'aimerais bien qu'on revienne sur comment on passe du café de la démocratie à décision IA, ouais. Et comment l'IA vous amène finalement à vous dire c'est pas une bonne idée de faire un café de la démocratie. Alors l'IA m'a pas dit que c'était pas une bonne idée. Elle m'a aidé à développer l'idée du café de la démocratie, à la rédiger, à lui donner justement mettre des photos, etc. Et de fait, ça m'a permis de partager l'idée beaucoup plus vite avec d'autres personnes. Donc sortir un livrable qui présentait le café de la démocratie, le concept, un peu un business model, la photo, le machin, et de partager ça et de me rendre compte que il y avait et une dimension très séduisante et une vraie faiblesse. Alors pas sorti par l'IA, c'est vraiment des humains qui ont fait ce travail critique, mais la faiblesse de dire que le vrai problème de la démocratie aujourd'hui, c'est que il y a toute une partie de la population qui est à l'écart, qui ne vote plus, qui ne participe plus.
et que en faisant un café dans un lieu de passage touristique au centre de Paris, n'allait pas se rapprocher de ces mêmes populations et donc n'allait pas élargir un peu le cercle de la démocratie. Donc il y avait ce côté finalement un peu utopiste de cette idée qui aurait permis de vendre des cafés chers peut-être, mais pas nécessairement de résoudre ce problème-là de la démocratie. Est-ce qu'on peut revenir à l'élément déclencheur ? Donc à l'horizon, à peu près en fin 2024, vous vous sentez menacé dans vos compétences de dirigeant ? Vous vous dites l'IA va pouvoir le faire mieux que moi ? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'IA est arrivée de façon avec le grand public en fin 2022 et m'a menacé, en tout cas mon activité d'agence marketing dans la production de contenu dès son arrivée. Parce que faire des articles pour le référencement naturel de qualité moyenne, mais qui étaient déjà de qualité moyenne parce que leur fonction principale était d'être référencés par Google, de remonter dans le moteur de recherche pour derrière amener du trafic sur l'ensemble du site, ou le fait de faire des posts sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça a été rendu beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide avec l'IA que sans IA. Donc ça a détruit de la valeur sur le marché du marketing, le marché des rédacteurs, des agences, comme ça a détruit de la valeur sur le marché de la traduction. Enfin, il y a déjà beaucoup de métiers qui sont énormément affectés, sans avoir encore disparu, mais énormément affectés par l'arrivée de l'IA et finalement de la destruction de valeur que ça représente, parce que là, on mettait plusieurs heures de travail, c'est plus que quelques minutes, etc., etc. Donc ça, j'ai senti cette menace-là dans mon métier, d'où un pivot que j'ai fait d'ailleurs vers le CRM que j'évoquais tout à l'heure, et en étant moins sur le marketing. Et sur ma fonction de dirigeant, au début, il y avait... et je parlais plus des sites web ou de la rédaction de positionnement. Dans mon métier, et ça vient du marketing, j'avais cette tendance effectivement à faire des choses moi-même, qui étaient les choses à forte valeur ajoutée, parce que quand on présente les pages principales d'un site web, c'est celles qui ont le plus de valeur, parce que c'est celles qui présentent l'offre, etc. Et je me retrouvais avec l'IA qui faisait des choses moins bien, mais beaucoup plus rapidement et assez correctes. Donc, est-ce que ça vaut le coup de passer une journée pour faire quelque chose qui peut être fait en 10 minutes par l'IA, en ayant d'un côté un truc bien et de l'autre côté un truc à peine moins bien, et d'où cette frustration et ce sentiment de menace. Et ce que je trouvais intéressant aujourd'hui, c'est que non plus en 10 minutes, mais en 1 heure, je vais faire quelque chose de mieux, et de beaucoup mieux et de beaucoup plus plaisant, parce que j'y ai participé, parce que je me suis pas juste contenté du premier résultat, parce que j'ai mis en place une méthode, une démarche un peu socratique dans mon dialogue avec l'IA, qui permet d'aller plus loin. Je suis fier d'obtenir quelque chose qui est de meilleure qualité que ce que je faisais avant. Et c'est ça qui est finalement très jouissif et très plaisant dans l'utilisation de l'IA. C'est pas de se contenter du un peu moins bien, mais beaucoup plus vite, mais c'est d'être capable d'obtenir beaucoup mieux en moins de temps qu'avant. Un peu moins bien, mais beaucoup plus vite. Ça, c'est ce que beaucoup de gens font. C'est ça. Avec l'IA, et c'est déjà un gain de temps. C'est déjà chouette. Oui, mais ça mène aussi je sais pas si vous avez entendu ce terme, le work slope. Donc la bouillie de travail, la gadoue de travail. Donc ça mène aussi à cette tendance de ok, le patron m'a demandé ça, je demande à l'IA, je lis à peine, ça me pond 3 pages, regarde patron, j'ai fait le boulot. Oui, et au final, avec ce risque de perte de sens de tous les côtés, du côté de l'employé qui réfléchit plus et qui pond de la merde, et du côté du patron qui perd du temps à relire quelque chose de faible qualité. Vous, ce livre donc que vous destinez aux dirigeants, Décision IA, il est écrit dans la préface que vous l'avez coécrit avec des outils d'intelligence artificielle. Comment ça s'est passé concrètement ? J'ai essayé d'appliquer, ça c'est toujours quelque chose que j'ai fait et dans mon ancienne vie, dans 1 minute 30, mais que j'ai appliqué aussi dans ce livre, c'est d'être mon premier client, ou en tout cas de m'appliquer à moi-même ce que je propose à mes clients. Et effectivement, j'ai appliqué la méthode que je prône dans Décision IA, pour rédiger Décision IA. Et de fait, on a commencé par travailler avec l'IA sur le plan du livre. Donc j'avais une intention initiale, j'avais une idée, j'avais déjà établi les quelques règles de la méthode, mais il y avait encore des éléments qui étaient flous. Et donc on a échangé sur c'est quoi le bon plan, la bonne chronologie, la bonne façon d'amener les choses. On a structuré un plan en 14 parties, si je me trompe pas. On a détaillé, on a fait un plan très détaillé pour que chaque partie soit assez riche sur ce qu'il devait contenir, etc. Et après, j'ai abordé
la rédaction de chacune des parties en lui demandant, en commençant par une méthode que j'appelle le flip prompting, et c'est pas de moi, je l'ai trouvé, mais c'est l'idée que l'IA te pose des questions. Donc je lui ai demandé à partir de chaque tout ça dans une seule conversation. Donc j'utilise Gemini, qui est l'IA de Google et qui a une fenêtre de contexte très importante en nombre de tokens, qui lui permet d'avoir une très bonne mémoire. Ce qui fait que je garde la même conversation, et dans cette conversation, donc elle avait le plan. À partir du plan, je lui ai dit, on commence par la partie 1, pose-moi des questions pour te permettre de rédiger la partie 1. Donc elle avait tous les thèmes qu'on voulait aborder. Elle m'a posé les questions sur qu'est-ce que je donnerais comme réponse à tel thème, qu'est-ce que je donnerais comme réponse à tel thème, donc des questions assez précises. Moi, ça m'a forcé à réfléchir, à creuser certains sujets, à lui demander parfois, quand j'avais pas moi-même la réponse, qu'est-ce qu'elle répondrait. Donc de développer une idée ou d'aller chercher des articles, des informations complémentaires pour nourrir cette partie. Et au fur et à mesure de ce dialogue, je lui donnais toutes les réponses. J'allais lui demander des sous-réponses ou aller chercher d'autres informations complémentaires. Je la nourrissais aussi de mes lectures que j'avais trouvées pertinentes par rapport à cette question, pour qu'elle puisse me proposer un premier jet de partie par partie. Et sur ce premier jet, pareil, je relisais, je corrigeais, toujours en utilisant l'oral, donc en utilisant les fonctions micro de l'intelligence artificielle pour aller plus vite et pour être dans un dialogue comme avec un collaborateur. Quand je travaillais avec un collaborateur, je le relis devant lui, je lui fais mes retours, je lui pose des questions, etc. Comment est-ce qu'on fait pour challenger l'IA? Là, si j'ai bien compris, l'IA vous challenge. Vous essayez de mettre en place ce dialogue pour que l'IA vous permette de vous questionner, de vous pousser dans vos retranchements, comme on ferait dans un brainstorming ou avec un consultant, avec un associé, etc. Et dans l'autre sens, est-ce que vous challengez l'IA? C'est absolument nécessaire. Déjà, pour s'approprier une idée, il faut, avoir participé à sa création, et deux, venir contredire, challenger, etc. Et avec l'IA, c'est d'autant plus important qu'elle a un biais de confirmation, qu'elle a une tendance excessive à la flagornerie et à nous dire qu'on est toujours génial, qu'on a des super idées, que c'est vachement bien, etc. Donc il faut la forcer à vous challenger ou à s'auto-challenger. Donc on a une réponse, on a un point de vue, qu'est-ce que t'en penses, fais-moi l'avocat du diable, c'est ça que vous lui dites, pose-moi le pour et le contre, ou lui faire appliquer des méthodes, plutôt que de demander juste une réponse, lui demander d'appliquer une méthode pour obtenir une réponse qui la force à expliquer ses hypothèses, clarifier les hypothèses, les expliquer, ce qui permet de challenger les hypothèses et pas juste la réponse, donc de dérouler la pensée pour être en capacité de voir les hypothèses, les différents scénarios, et pouvoir choisir parmi des scénarios et pas une seule réponse. Et on peut aussi lui demander de noter ses réponses. Quand on lui demande plusieurs idées, ok, très bien, maintenant note-les-moi. Ça la force, pareil, à mettre des critères de notation qui sont plus ou moins justes, mais de fait, nous, ça nous donne une perspective qui permet de se dire, tiens, je suis d'accord avec sa note ou pas, je trouve ça plus intéressant ou pas, mais j'ai comme ça des points de repère. Dans quelle autre grande facette de votre métier vous l'utilisez, l'IA? Je vais vous donner des exemples d'accompagnement que j'ai pu faire avec des dirigeants, parce que effectivement cette méthode elle est là pour permettre aux dirigeants de s'approprier l'IA, et je les accompagne s'ils veulent aller au-delà du livre dans une démarche d'appropriation où on travaille ensemble sur une période d'1 mois pour justement travailler sur des cas concrets pour eux, d'appropriation de l'IA et d'utilisation stratégique de l'IA avant d'aller dans des choses plus opérationnelles. Et donc ce que je fais, c'est vraiment, je pars de leur cas concret. Avec un client, on est parti d'un dossier de financement qu'il avait à faire pour une association dont il était le président à côté de son entreprise, et on a travaillé sur son dossier de financement de cette association en partant de données de situationnel de l'association, le nombre d'adhérents, ce genre de choses. Il y avait un certain nombre de documents qui étaient disponibles, qui ont permis de nourrir l'IA pour lui donner de l'information. À un moment donné aussi, on a fait justement du flip prompting autour de ce dossier, où l'IA a posé des questions aux dirigeants sur différents sujets par rapport au dossier pour compléter des trous. Et entre autres, elle a posé une question que j'aurais pas osé poser, mais qui était hyper intéressante, qui lui a demandé pourquoi il s'investissait autant dans cette association.
la question du why. Et ce qui a été une question hyper pertinente parce que, au passage, il a raconté à l'IA et à moi son enfance plutôt déshéritée, qui l'a amené à être soutenu par son sport aujourd'hui dont il est président, et à apprendre par le sport, par le fait d'être arbitre, sa posture de manager aujourd'hui. Et il a raconté un peu toute son histoire de comment il a grandi grâce à ce sport et grâce à cette association dont aujourd'hui il est président et qu'il a fait grandir quand il était petit. Ça a été hyper émouvant. Tout ça grâce à cette question posée par l'IA. Et de fait, elle a réécrit le dossier en prenant cet élément en compte pour faire quelque chose de beaucoup plus affectif, de beaucoup plus sensible et enrichir son dossier de financement. Avec un autre client, on a travaillé sur quelque chose de complètement différent, c'est un éditeur de logiciels, et on a travaillé sur son pricing et sur le pricing de son produit. Et on a donné à l'IA le profil de ses clients, donc vraiment le fichier Excel avec tous les clients, le chiffre d'affaires de chaque client par différentes catégories, etc. Et l'IA était en capacité de voir si chaque client tombait de façon naturelle dans une offre, de vérifier si le pricing était assez juste et de faire des propositions pour améliorer le modèle de pricing. Et c'est là-dessus que j'ai eu l'effet waouh que j'attends. En fait, dans chacun des accompagnements de mes clients, j'ai envie d'un moment waouh où le client se dit « Oh, mais c'est pas possible que ça fasse ça aussi bien et aussi vite. » Et à ce moment-là, il a vraiment donné des suggestions pour améliorer le modèle de pricing qui étaient hyper pertinentes. Certaines qu'ils avaient vues, mais qu'ils n'avaient pas vraiment traitées parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de le faire. D'autres qu'ils n'avaient pas du tout vues sur des questions de saisonnalité, ce genre de choses. Et on a eu une vraie analyse en quelques dizaines de minutes qu'on aurait obtenue en plusieurs jours de travail de consultant pour avoir ce recul-là sur la donnée, sur le pricing, sur les différentes situations. Dans ce cas particulier, je pourrais résumer en disant que l'IA devient un levier de compétitivité pour l'entreprise ? Elle permet d'améliorer des analyses de compétitivité et au final donc de devenir un levier de compétitivité. Mais c'est comme si vous êtes dans une PME aujourd'hui et que vous n'avez pas de codir et d'encadrement, et donc vous êtes seul à réfléchir, et demain, dans cette même PME, vous pouvez embaucher un directeur de la stratégie, un DRH, un directeur financier, un directeur marketing, etc. Et avoir comme ça des vrais experts de leur métier capables de vous conseiller, de vous suggérer d'améliorer le pricing de cette façon, de vous suggérer d'améliorer votre stratégie marketing de telle autre façon, etc. Donc en travaillant bien avec l'IA, justement en appliquant la méthode décision IA, donc en choisissant les bons modèles, en lui donnant du contexte, en utilisant des méthodes quand on lui pose des questions, en la challengeant comme on l'a évoqué tout à l'heure, on a une vraie capacité d'être beaucoup plus soutenu parce que on a un vrai dialogue avec différents experts pour prendre des meilleures décisions. On a parlé de beaucoup de choses, Gabriel. Pour résumer, est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, c'est quoi diriger avec l'IA ? Bonne question. Diriger avec l'IA, c'est ne pas se faire diriger par l'IA. Et donc, c'est vraiment de diriger avec un comité de direction élargi, comme je viens de l'évoquer, et de se dire, aujourd'hui, je suis plus tout seul à décider, si on était deux, on n'est pas que deux à décider, on peut tester, challenger chacune des décisions avec un sparring partner expert. Donc on peut demander, alors il y a des prompts qui commencent par là et qui disent à l'IA, tu es un stratège financier, tu es un stratège marketing, nanana. Ça c'est une bonne chose de le dire tu es, mais plutôt d'aborder un sujet, de travailler avec, comme si on avait un consultant en stratégie, un consultant en marketing en face de soi, pour essayer de construire la meilleure réponse à chacune des questions. Ça peut se faire quand c'est des questions stratégiques, mais ça peut être aussi des moments plus opérationnels. On a fait un entretien avec un prospect, on a gardé le transcript de cet entretien, qu'on peut donner à l'IA pour tester quelle est la bonne réponse, qu'est-ce qu'il attend vraiment, et améliorer sa proposition commerciale, améliorer son offre, parce que l'IA a tout écouté et bien écouté, là où nous, quand on est dans un échange et dans un rendez-vous commercial, on entend une partie, on interprète. Là, on a un témoignage qu'on peut réutiliser pour être beaucoup plus complet.
Il y a quelque chose qui me frappe depuis le début de notre conversation. Là, vous me dites, l'IA a bien écouté, a tout écouté. C'est pas un peu flippant de donner tout ça à l'IA, on a l'impression que vous lui faites toute confiance. On sait qu'il y a beaucoup d'hallucinations aussi. Il y a toujours des hallucinations, il y a des moments où elle lit pas les données, il y a des moments où elle répond à côté. Et c'est pour ça qu'il faut jamais lui laisser la main et garder le recul. Et justement, être dans ce dialogue, on peut lui dire mais là tu déconnes, c'est faux, c'est pas ce que je t'ai dit, il faut la corriger. On est, et moi j'ai tendance à le dire souvent, on manage une IA plus comme on manage un humain que comme on manage ou comme on gère un produit informatique. Donc on a le même risque d'erreur, d'incompréhension, de réponse à côté de la plaque, mais par un stagiaire de très éduqué dans plein de sujets. Ça vous arrive souvent que votre IA se plante ? Bien sûr. Dans les idées, c'est pas très grave parce que le but du jeu, c'est de construire des scénarios et à la fin choisir quel est le meilleur scénario. Donc si un des scénarios est faux et que c'est un scénario parmi d'autres, il a quand même permis d'approfondir la réflexion, d'imaginer les différentes situations et d'en choisir une parmi d'autres. Le vrai et le faux dans des scénarios, c'est pas très grave. Ils sont tous là pour être faux au final, les scénarios. Donc dans ce cadre-là, c'est pas très grave. Là où c'est plus grave, c'est quand on veut rédiger la vérité, quand on veut faire un travail de journaliste et mettre des dates et mettre des citations, ce genre de choses. C'est pas le bon outil pour ça. Clairement. Il faut aller faire de la recherche, il faut vérifier les choses, il faut vérifier les sources et aller chercher l'info. Mais faut pas se tromper d'outil. Là, je parle d'un outil qui aide à réfléchir, qui aide à évaluer des possibles. Et en cela, qu'il ait raison ou qu'il ait tort, on est quand même dans la prévision. Donc, et dans la prévision de plusieurs scénarios et pas qu'un seul. Donc, et comme vous le dites dans votre livre, au final, c'est vous. C'est chaque dirigeant qui prenait la décision. Ouais, tout à fait. Donc, ce qu'on cherche, c'est d'avoir plus de clarté dans la prise de décision, mais c'est pas que l'IA décide à notre place. La conversation touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un autre cas d'usage, un cas concret dont vous avez envie de nous parler ? Un truc où vous vous êtes dit, justement, il y a eu un effet waouh, mais pour vous, pas pour un de vos clients, pour vous personnellement. Alors, est-ce que c'est un effet waouh ? Je sais pas, mais ce que j'aime beaucoup dans l'utilisation de l'IA, c'est pas d'avoir que des conversations de courte durée. Donc, on a un problème, on obtient une réponse, on échange ou pas. Je préfère quand on échange et qu'on dialogue, et on se contente de la réponse, mais des conversations qui peuvent s'étaler dans le temps et qui peuvent accompagner un projet client, accompagner un acte commercial, où là, typiquement en ce moment, je suis en négociation, accompagner une négociation. Donc, dans la négociation que je mène actuellement pour transmettre mon entreprise, j'ai une même conversation ouverte depuis le début de la négociation, dans laquelle j'ai les différentes versions de la lettre d'intention, j'ai les différentes réponses que je fais. On a eu cet échange au fur et à mesure. Donc quand j'ai une nouvelle proposition de mes associés, une nouvelle version de la lettre d'intention ou une nouvelle réponse, il me suffit de retourner à la conversation et de lui dire « Tiens, j'ai reçu ça aujourd'hui, qu'est-ce que je réponds ?» Et tout le contexte est déjà là. Donc ça va encore plus vite que si je devais lui redonner le contexte, etc. Donc conserver comme ça des conversations longues qu'on fait vivre au fur et à mesure qu'il se passe des trucs, c'est une autre façon d'utiliser l'IA qui est hyper intéressante. Parce qu'on conserve la mémoire, on conserve le contexte, et elle connaît les différentes versions précédentes, et elle garde en mémoire des trucs qu'on a parfois nous-mêmes oubliés, quoi. Avant de se quitter, Gabriel, j'ai une dernière petite question. Quel serait l'outil d'intelligence artificielle qui n'existe pas encore et dont vous auriez besoin ? Bonne question. Moi, j'aimerais bien, et j'attends ça, un outil qui permette d'avoir une conversation à plusieurs avec l'IA. Aujourd'hui, on peut écrire ou parler avec son IA, avoir des réponses au fur et à mesure, et parfois partager cette conversation pour montrer à d'autres l'échange qu'on a eu, autre personne qui peut continuer l'échange. Moi, ce que je trouverais hyper intéressant, et ça rejoint d'ailleurs mon idée de café de la démocratie, ou d'avoir l'IA comme facilitatrice ou comme médiatrice dans un débat. Et donc, vous êtes devant votre ordi chez vous, moi je suis devant mon ordi chez moi, mais on est tous les deux dans la même conversation avec l'IA, pour faire un contrat, pour débattre, et on donne une idée, l'IA en tient compte, l'analyse, donne une réponse ou pas,
vous donner une idée différente, l'analyse, contradit machin, etc. Et on a finalement un médiateur, un tiers entre nous deux, capable, si on est sur une négociation ou si on n'est pas d'accord et qu'on est sur un débat d'idées, etc., d'avoir quelqu'un qui dit regardez, machin, il dit ça, et qu'est-ce que t'en penses, nana, et qui joue un peu l'arbitre ou le facilitateur, le médiateur. Et l'humain dans tout ça, il n'y a pas besoin d'humain pour être médiateur. Il y a les deux, il y a les deux participants, mais qui peuvent, dans certains cas de figure, mieux s'entendre, mieux se comprendre, travailler plus vite à trouver des compromis. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Gabriel Dabi-Schwebel d'avoir été mon invité et à très bientôt. Merci, au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi, qu'il vous inspire, vous fait réagir, vous fait réfléchir aussi. Si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode avec vos proches, vos collègues, à vous abonner et à me laisser 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode et d'ici là, souvenez-vous, il y a encore du taf.